Bonjour, nous sommes le lundi 28 février 2022, avec une météo qui semble bonne comme c'est le dire. Euh, bon, il y avait du soleil hier, bon, aujourd'hui on a encore du soleil, on a une certaine forme de clarté, mais simplement il fait un petit peu froid. Bon, bien sûr on est toujours en hiver, effectivement le 28 février c'est toujours l'hiver, et on ressent quand même une certaine froideur, bien que le ciel est azuré, le ciel est dégagé, le ciel est ensoleillé. Bref, on a une très bonne journée éclairée et on peut profiter de cette journée bon, pour faire diverses activités euh, en extérieur selon 16 heures bien sûr parce que bon, d'innombrables personnes bon, sont occupées à travailler, d'autres personnes bon, euh, comme les pensionnés, on peut penser aux pensionnés, bon, ou d'autres personnes peuvent voilà, profiter de cette journée et euh, qui est bon enfant et on va dire très bonne pour le reste de la journée. Voilà, ceci c'est pour le contexte météorologique, c'est pour vous dire que on peut avoir une bonne journée pour autant qu'il n'y ait pas de changement euh, qui peut survenir d'un moment à l'autre. Alors ici, cette vidéo-ci va être consacrée à la base canonique d'un polynôme. Alors pour parler de base canonique, on ne parle pas de base canonique bon, en arrivant comme ça. On ne parle pas de base canonique comme si. Base canonique signifie d'innombrables choses. Il y a d'innombrables. Voilà. Avant d'arriver à devoir parler d'une base canonique, c'est parce qu'en fait, derrière ça se cachent d'innombrables choses qui ont été entrevues. Sans avoir vu ces choses-là, vous ne comprendrez pas ce que c'est qu'une base canonique d'un polynôme. Bon, ici, le but de la manœuvre, c'est pas de vous expliquer ce que c'est qu'une base, parce que bon, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer ce que c'est qu'une base. Simplement, moi, je vais vous montrer tout simplement ici quelle est la base canonique pour les polynômes. Mais malgré tout, je ne peux pas, je veux dire, outrepasser les règles, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, la base est définie par des règles précises. Et donc, ces règles-là, je suis obligé de au moins les énoncer. Peut-être pas les démontrer, mais les énoncer. Et donc, quelqu'un qui entrevoit ou fait l'étude d'une base canonique quelconque, mais il doit faire l'étude euh, de tout ce qui suit comme matière. Et de la matière, c'est pas ce qui manque avant d'arriver aux bases. On parle pas, on n'arrive pas comme ça. On n'est pas parachuté à expliquer une base comme ça, une base canonique. Avant de parler de base, bon, canonique, il y a d'innombrables choses à voir. Alors, la première des choses, quand on parle de base canonique, on ne peut pas parler de base bon, si on n'est pas, on n'a pas dans certains types d'ensembles, voilà, certains types d'ensembles, il faut faire intervenir des ensembles. Ça, c'est la première des choses. Alors, par exemple, j'ai un ensemble E et un ensemble K. Bon, qu'est-ce que c'est que E, qu'est-ce que c'est que K? Vous allez le voir tout de suite. Donc, c'est à partir de là qu'on parlera de base. C'est à partir de ces choses-là, de deux ensembles. Mais, en fait, avant de parler d'une base, il faut parler d'ensemble. Et puis, quand on a entrevu l'ensemble, il faut une loi. Il faut faire entrevoir des lois et des relations entre les ensembles. Donc, entre l'ensemble E et K. Et donc, une fois qu'on a des lois et des relations entre les ensembles, on a ce qu'on appelle une forme de structure qui va apparaître. Et quand on a cette structure bien sûr est régie par des définitions. Ce sont les définitions qui ont amené
à appeler la structure, et à partir de cette définition, on a défini une structure bien définie, hein, bien déterminée. Elle aura son nom, cette structure-là. Eh bien, une fois qu'on aura défini cette structure, à ce moment-là, viendra la notion de base, pas avant. Donc vous voyez qu'ici, avant de parler d'une base, ben, il faut parler de quelques éléments, parce qu'on on ne parachute pas, je veux dire, les explications sur les bases canoniques si on n'a pas vu, si on n'a pas un minimum de connaissances au niveau des lois et des relations entre ensembles définis. Alors quand j'ai ensemble défini, c'est parce que ce sont des ensembles bien précis, c'est pas n'importe quel ensemble. Alors ici on va prendre une partie. Je prends une partie qui est un sous-ensemble, une partie c'est un sous-ensemble, que je vais appeler G. Bon, c'est une c'est une partie de E. Hein. Déjà, la définition de partie, il y a une définition à ça. Hein. On ne définit pas une partie n'importe comment. Voilà, une partie, ça a une définition bien précise. Alors ici, je prends des éléments d'une partie qui est, par exemple, X, Y, Z, etc. Bon, je peux mettre même, je peux mettre par des indices, hein, mais ici, bon, je manipule, je peux mettre des XY, enfin des XI. Bon, ici, je vais pas mettre des indices. C'est une explication qui est non indicée. Une explication qui est non indicée. Donc, il n'y a pas d'indice ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire déjà je peux dire que G, enfin l'ensemble G, je m'excuse, est composé d'un ensemble d'éléments. Alors ces éléments, je vous ai dit que c'est X, virgule Y, virgule, 3 petits points. Il y a toute une panoplie d'éléments qui vont jusque Z. Bon, c'est pas indicé, donc c'est normal que... il faut bien que je note... Vous allez me dire, ouais, comment ça se fait que les lettres, on a X, Y, Z et Z. Ouais, c'est un peu spécial ici, c'est pour vous dire qu'entre Y et Z, il y a toute une panoplie d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je viens de prendre une partie de E. Donc, vous avez bien vu que une partie de E est composée d'éléments de E. Alors, cette partie, c'est X, Y, Z, enfin, 3 petits points. Une, 2, 3, voilà, Z. Alors, ceci, c'est inclus ou égal à E. Ça peut être tout E. Mais on sait bien que c'est une partie de E. Ça peut être tout E, comme c'est peut-être une partie de E. Alors, quand dira-t-on que G, l'ensemble G, est génératrice de ET. Alors, je vous rappelle que E, c'est un ensemble. T, c'est une loi. Mais cette loi ET, voilà, il faut que sa structure soit un espace vectoriel. Bien sûr, sur l'ensemble K. Ça doit être un espace vectoriel sur l'ensemble K. C'est pour ça que je vous ai mis deux ensembles. Voilà, il y a l'ensemble E et l'ensemble K. Et alors bon, quand on a un espace vectoriel sur l'ensemble K, eh bien, l'ensemble E est appelé l'ensemble des vecteurs et K l'ensemble des scalaires. Donc voilà, quand on a un espace vectoriel, on a des vecteurs dans cet espace vectoriel et bien sûr on peut manipuler des scalaires. Généralement ce sont des réels qui proviennent d'un ensemble K. Alors quand dit-on que, vous voyez qu'ici déjà il faut une structure, hein. Il faut un sous-ensemble, on parle de partie génératrice, c'est un sous-ensemble d'un ensemble qui est lui-même un espace vectoriel sur le champ K. Sur le champ K. Ici, bien sûr, le champ c'est K plus fois. Hein. Ça est muni de deux lois. Il y a deux lois ici, on manipule deux lois. Donc, pour parler
Voilà, d'un champ, il faut parler de deux lois, structure de deux lois. C'est des relations entre lois plus et fois. Bon, mais ici, la loi, c'est T. J'ai pas mis plus, hein, j'aurais pu mettre plus. Ici, je mets bon, une loi T. Alors, c'est un G est génératrice, parce que je la marque de façon généralisée. Hein. J'ai pas besoin de mettre un plus. J'aurais pu mettre E plus. Voilà. Alors, pour parler de, comment on appelle ça, de partie génératrice, on dira que G est génératrice de l'espace vectoriel ET, par définition, bien sûr, c'est une définition, si tout vecteur de l'espace est combinaison linéaire des éléments de G. En d'autres termes, quel que soit le vecteur V, hein, je viens de vous dire, si tout vecteur de l'espace est combinaison linéaire, ça veut dire qu'on peut faire un diminutif avec et dire combili. Donc, si tout vecteur de l'espace vectoriel bien sûr, est combinaison linéaire, c'est-à-dire combili des éléments de G. C'est-à-dire, quel que soit V appartenant à E, V c'est un vecteur, hein, quel que soit lequel que vous allez prendre, appartenant à E, ben, il existera A, B. Bon, ici je l'écris sans indice, hein, donc bon, ABC, ça veut dire qu'entre B et C, vous avez toute une panoplie de valeurs. Là, j'aurais pu le marquer avec des indices, hein, on peut définir ça avec des indices, des formules de sommation. Voilà, bon, ben, ici, je le fais avec des lettres A, B, C. Appartenant, bien sûr, là, ce sont des éléments de cas. Hein, ça peut être des réels ou autres. Eh bien, on peut écrire qu'on a une combinaison linéaire. Quel que soit le vecteur, on peut écrire sous forme d'une combinaison linéaire. Alors, cette combinaison linéaire n'est rien d'autre qu'une somme de produits. Bon, ben ici, j'ai pas pris la loi plus, j'ai pris la loi taux. Donc, j'écrirai que le vecteur est combili des éléments de G. Donc, quel que soit le vecteur que vous allez prendre, ça c'est G, et ça c'est l'ensemble E. Ça c'est E, et ça c'est l'ensemble G. Si vous prenez un élément, quel qu'il soit, que je vais appeler V bar, un vecteur de E, eh ben, on dit partie génératrice si tout vecteur de l'espace est combili des éléments de G. Donc on aura le V. Alors ici, je m'excuse, ici j'ai pris... ouais, G c'est XY bar. Donc V va se retrouver dans E. V va se retrouver dans E. Bon, à partir d'XYZ, on va engendrer un V qui est dans E. Et XYZ appartient à G. Donc, et ça, comment? Grâce par une multiplication de scalaire que je vais noter A fois X bar. Alors, ça devrait être une sommation ici, mais comme j'ai mis la loi généralité, c'est voilà. B Y bar T 3 petits points T C Z bar. Voilà. Donc ça veut dire que je vais engendrer génératrice, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça va générer des éléments vectoriels parce que bon, G était déjà un sous-groupe de E, enfin un sous-ensemble, une partie de E. Voilà, G est un sous-ensemble de E. Donc G, comme E sont des vecteurs, ben, G sera des vecteurs aussi. Et donc un sous-ensemble de vecteurs va engendrer un vecteur. Un sous-ensemble de vecteurs va engendrer des vecteurs grâce à la combinaison linéaire. Donc à partir d'une partie de E, ben, je peux engendrer des éléments de E, tout simplement.
C'est normal. Parce que, pourquoi? Parce que déjà, qu'est-ce que x bar? C'est un vecteur. Si je fais a fois x bar, c'est toujours un vecteur. Voilà. Qu'est-ce que y bar? C'est un vecteur. Qu'est-ce que by bar? B, c'est aussi un vecteur. Voilà. C'est un vecteur qui est b fois plus grand qu'y bar. Qu'est-ce que cz bar? Mais z bar est un vecteur. Et c fois z bar est aussi un vecteur. Et donc, quand on fait, on applique la loi taux, ici généralement c'est la loi plus, on additionne des vecteurs, ben, on obtient un vecteur. Donc on peut, voilà, ça c'est une partie génératrice, on peut générer des vecteurs à partir de vecteurs. Voilà, et ça c'est la première chose à savoir, avant de parler de base canonique, parce que il faut savoir ce que c'est qu'une partie génératrice. Donc une base canonique, ben, elle sera définie comme une partie d'abord génératrice. Il faut qu'elle soit génératrice. Bon, est-ce suffisant? Non, bien sûr, vous aurez compris que la base canonique nécessite alors, quand je vous disais que les connaissances, c'est quoi? Ben, vous devez savoir ce que c'est qu'un espace vectoriel. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est? Comment structure-t-on un espace vectoriel? C'est ça que les connaissances, c'est ça. Une partie génératrice, il faut savoir avoir des connaissances sur une partie génératrice. Voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'avant de parler de base canonique, ben, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un groupe, un demi-groupe, voilà, un anneau, un champ, un espace vectoriel, bon, les structures, voilà, un petit peu avoir ces notions de structure que l'on retrouve en mathématiques, et puis après, on peut définir ce que c'est qu'une partie génératrice d'un ensemble, d'un espace vectoriel. Donc ici, pour avoir une base canonique, il faut un espace vectoriel, et bien sûr, c'est en termes d'espace vectoriel qu'on parle, bien sûr, sur un champ K, sur un champ K plus fois. C'est sur base de ça qu'on parle voilà, de base. Hein, et la base, parce que la partie génératrice, bon, ça provient de structures d'espace vectoriel. Voilà. Donc la base ben, nécessitera de connaître les structures, savoir ce que c'est qu'une structure, d'espace vectoriel, de champ, tralala, tralala. Et à partir de là, on peut définir la base canonique. Il faut déjà qu'on ait une partie génératrice de l'espace vectoriel ET. Voilà. Bon, maintenant, ça me simplifie les choses. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que les polynômes, ben, c'est un espace vectoriel. Hein. Les polynômes, l'ensemble des polynômes, structure, voilà, l'ensemble des polynômes, structure, donc en un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. Alors ça, c'est une chose. Bon, maintenant, il y a des propriétés, bien sûr, sur les parties génératrices. Alors, je peux vous dire que ici, les polynômes structurent en un, comment est-ce qu'on appelle ça? En une partie génératrice. Pourquoi? Parce que si E est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, donc E c'est l'ensemble des polynômes degré du polynôme inférieur ou égal à n, on écrira bien sûr que on aura P n, l'ensemble des polynômes, bien sûr, à coefficient dans R, qui va donner un réel par exemple, voilà, sont les coefficients dans R. Donc j'écrirai R, Rx. Bon, de degré n, je peux mettre ça, hein. Bon, voilà, ou je peux le mettre là, peu importe. Bon, à rigueur, je ne le mets même pas, voilà, parce que je vous ai dit que c'était de degré inférieur ou égal à n. Donc c'est Rn de x ou Rx, peu importe. On pourrait mettre son degré. Alors c'est une application qui fait correspondre en l'indéterminé x. On sait ici c'est à une indéterminée que je veux mettre. Hein. Parce qu'il existe des polynômes à plusieurs indéterminés. Bon, ici je prends polynôme à une indéterminée. Alors le polynôme à n de x, Pn de x,
égal à 0 x exposant n plus 3 petits points plus bon, ici je mets le A0 là, donc là je mettrai A1 x n-1. Bah alors à ce moment-là, je vais écrire A n-1. Bon, ici il faudrait que je change de page ou je recule. Je vais réécrire. Alors, le but c'est de rechercher une combinaison linéaire et les polynômes ont cette particularité d'avoir une combinaison linéaire. Hein. Donc ici j'ai pris, comme je vous ai dit, les polynômes à coefficient réel. Donc l'espace vectoriel ça va être voilà, de R dans R qui fait correspondre à l'indéterminé X, le polynôme P n de X avec ici, bon je vais prendre A0 X n, c'est un polynôme de degré n, plus A1 x n-1 plus 3 petits points, bon, et puis plus an-1 x plus an. Et là vous voyez que la loi étant la loi d'addition des polynômes, et si la partie g, si je définis la partie g comme étant u0 bar, u1 bar, 3 petits points, un bar, ben, il va vous engendrer Pn bar. Et là, je vais définir Pn bar. Donc, Pn bar est un espace vectoriel. Donc, on a ici la partie G est génératrice. Hein. La partie G ici, elle est génératrice. Alors, Pn bar, bien sûr, c'est A0, il suffit de remplacer U UN bar plus A1 U UN-1 bar plus 3 petits points plus AN U0. Et là, vous voyez que donc G est génératrice de la partie de E. E, c'est bien sûr Pn bar. Donc vous voyez qu'ici, on a les polynômes forment une partie génératrice. Alors, il y a des propriétés là-dessus. On peut toujours allonger une partie génératrice. Elle reste génératrice. Voilà, il y a des propriétés qui définissent bon, que sur les parties génératrices, quand vous allongez une partie génératrice, elle est génératrice. Bon. Donc on a ici une partie de la définition de ce que c'est qu'une base canonique. Maintenant, je vais voir ce que c'est qu'une partie libre. Oui, je vous disais tout à l'heure, une partie génératrice peut toujours être allongée, mais elle reste génératrice. Si vous allongez une partie génératrice, elle reste génératrice. Mais il y a une autre propriété qui dit qu'une partie génératrice peut être diminuée. Elle reste génératrice à condition que le vecteur enlevé soit bien sûr une combinaison linéaire des vecteurs restants. Voilà, comme ça vous savez qu'il y a des définitions, on peut allonger ou réduire, mais quand on allonge, elle reste toujours génératrice, mais si vous réduisez, il y a une condition au niveau de la réduction. Il faut faire attention. Alors, après avoir vu donc la partie génératrice, je vais voir la partie libre. La partie libre, ben, on a toujours
on va considérer cette fois-ci une partie qui est L. Bon, tantôt j'ai mis G pour libre, hein. Ici, je vais mettre L pour libre. Tantôt j'ai mis G pour génératrice. La partie G était, je l'ai appelé, c'était une partie de E. Voilà, c'était une partie de E. Mais G, je l'appelais G parce que c'est sous-entendu génératrice. Elle est génératrice. Par contre, elle, ici, je l'appelais L pour libre. Parce que c'est une partie libre. Alors bien sûr, la partie libre, c'est toujours un ensemble de vecteurs. On a toujours un espace vectoriel, je vous le dis tout de suite. Donc x, y bar qui sont des vecteurs, parce qu'ils font partie d'un espace vectoriel. Et les éléments d'un espace vectoriel s'appellent les vecteurs. Bien sûr, c'est un Q égale à E, comme tout à l'heure. Hein. Et L est libre par définition si on a une combinaison linéaire de L. Si une combinaison linéaire de L ne peut annuler, enfin ne peut s'annuler, je m'excuse, ne peut s'annuler que lorsque tous les scalaires sont nuls. Donc c'est-à-dire que par définition, bien sûr vous avez les scalaires qui c'est un peu la même chose qu'ici. Les scalaires, bon, voilà, les scalaires où est-ce qu'ils sont? Ben, les scalaires c'est A0. A0 ici c'est A1 jusqu'à AN les scalaires. Par contre ici les scalaires c'est, j'avais dit que c'était ABC. Voilà. Ils appartiennent à K. ABC appartiennent à K. Ce sont les scalaires. Donc je vais écrire une combinaison linéaire telle que celle-ci. Et la partie libre signifie que si vous avez l'écriture de combinaison linéaire, taux, 3 petits points, taux CZ bar, eh bien, on aura annulation. Attention que c'est un vecteur, hein, c'est 0 bar. Hein. C'est le 0 de E. Ça, c'est le 0 de E. C'est pas le 0 de K. Hein. C'est le 0 de E. Parce que la somme de vecteurs donne un vecteur. Donc, c'est le 0 de E. Donc, on appelle généralement 0E. Alors, je vais l'écrire tout de suite pour éviter de faire un amalgame avec le 0 de K. Donc, ici, je l'appelais 0 de E. Ouais, de toute façon, c'est assez explicite parce que j'ai mis le vecteur là. Bon, mais en plus de ça, je rajoute une attention pour vous dire que c'est le 0 de E. Bien que vous sachiez que bien que vous saviez que c'est un vecteur, hein, et donc appartenant à E. Puisque K, c'est l'ensemble des scalaires. Alors, quand est-ce qu'on aura cette condition en partie libre? Ben, c'est quand on aura A égale, ils sont tous nuls. Ça ramènera à avoir tous les A, B, C nuls. Ah, donc, une partie est libre par définition si une combinaison linéaire de L ne peut s'annuler que lorsque tous les scalaires sont nuls. Alors, autrement dit, on peut dire le contraire. Hein. Il suffit qu'un des scalaires d'une combinaison linéaire d'une famille libre ne soit pas nul pour que la combinaison linéaire ne soit pas le vecteur nul. On peut dire le contraire. Voilà. Maintenant, il y a des propriétés sur les parties libres. Encore une fois, comme les parties génératrices, il y a des propriétés. Alors sur les parties génératrices, je vous ai dit deux propriétés, je vous ai cité deux propriétés, dont une, c'est, on peut rallonger la partie génératrice, on peut la réduire. Mais si vous la réduisez, attention, il y a des conditions. Il faut faire très attention. Eh bien, il y a aussi des propriétés sur les parties libres. On peut diminuer une partie libre, elle reste libre. Vous pouvez la diminuer, elle reste libre. Et alors, une partie libre peut être allongée. Donc, en une partie libre, bien sûr, une partie libre peut être allongée en une partie libre. Donc, si vous la réduisez, elle reste libre. Maintenant, si vous la réduisez, vous l'allongez, là, il y a une condition. La condition, c'est que le vecteur ajouté ne soit pas combinaison linéaire de la partie initiale. Voilà. Donc, quand vous avez une partie génératrice,
la partie génératrice peut être allongée en une autre partie génératrice. Ça sera toujours le cas. En allongement, c'est toujours le cas. Mais si vous la réduisez, il faut faire attention. Il y a une condition. Il y a des conditions. Maintenant, une partie libre, ben, c'est le contraire. Vous pouvez la réduire, elle reste libre. Mais si vous l'allongez, attention. Je vous dirais, attention, il y a des conditions. Alors la condition ici, je vais vous la dire parce que c'est que le vecteur ajouté ne doit pas être combili de la partie initiale. Et alors tout ça se démontre, hein. Les quatre voilà, propriétés ici se démontrent. Alors il y a des critères, hein. Une partie libre de E, enfin une partie L de E est libre à la condition nécessaire et suffisante qu'aucun vecteur de cette partie ne soit combinaison linéaire des autres. Alors on peut, ça se démontre, et on peut définir, enfin démontrer son critère contraposé. Et son contraposé, c'est une partie est liée à la condition nécessaire et suffisante qu'un vecteur de cette partie soit combili des autres. Alors il y a des corollaires, bien sûr. Une partie de E qui contient le vecteur nul n'est jamais libre. Voilà. Et si un vecteur de l'espace est combinaison linéaire d'une partie libre, il l'est de manière unique. Voilà, il l'est de manière unique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que une partie libre? C'est une partie. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une base? Une base, c'est une partie qui est à la fois génératrice et libre. Voilà ce qu'est une base. Alors, n'oubliez pas qu'il y a encore là-dessus, sur les bases, des propriétés. Une base possède des propriétés, tout comme ce qu'on appelle bon, je vous rappelle que c'est une partie libre et génératrice. Une base est une partie à la fois libre et génératrice. Et donc là aussi, donc, il y a aussi des théorèmes sur les parties libres, des théorèmes sur les parties génératrices, mais il y a des théorèmes sur les bases. Et alors il y en a un qui est fort connu, c'est le théorème de Grassmann. Dans un espace vectoriel, le nombre d'éléments d'une partie libre finie est inférieur ou égal au nombre d'éléments d'une partie génératrice finie. Et alors ça se démontre par l'absurde. Ça se démontre par l'absurde. Voilà. Et donc là, je vais vous dire, donc par définition, une base d'un espace vectoriel est j'ai bien dit une base d'un espace vectoriel, hein, parce qu'on parle d'espace vectoriel ici, est une partie à la fois libre et génératrice. Alors maintenant, je vais vous montrer la base le polynôme des polynômes, la base canonique des polynômes, voilà, qui est voilà, base canonique d'un polynôme. Mais avant toute chose, bon, je vous rappelle que je vais quand même vous faire un petit rappel, puisque j'avais vu ça dans une vidéo. Je me rappelle de ça il n'y a pas très longtemps. J'avais vu la base canonique. Alors, tapez sur base canonique, voilà, des matrices. Je ne sais pas comment j'avais dénommé la vidéo. Mais en tout cas, sur les matrices, quand je prends une matrice Kn fois P, voilà, ça, Kn fois P, c'est un espace vectoriel sur le champ K. C'est un espace vectoriel sur le champ
sur le champ K plus fois, bien sûr. Hein. Donc ici, ça veut dire qu'il y a n, la dimension, c'est n fois p. Il y a n fois p k dans la matrice, dans lequel on peut introduire n'importe quel élément de k. On va dire qu'il y a n fois p degrés de liberté. Et la dimension de k n fois p, ben, c'est n fois p. Il y a des dimensions n fois p. Et donc, si je prends par exemple, bon, on va prendre une dimension 2 fois 3, voilà, une matrice 2 fois 3, la base canonique, donc de, je rappelle, c'est un espace vectoriel, hein, K2 fois 3, ben on aura, je vais le faire dans un petit instant, je vais juste faire une copie, et puis après je vous dirai c'est quoi la base canonique. Je vais la construire, hein. Juste un petit instant. Donc, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, ça c'est la matrice nulle, vous l'avez reconnue. Alors je vais la construire à partir de ça. Je vais faire des copies. Et il y en aura 6. Il y en aura 6. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je vais construire cette base canonique. Bon, assez simple. Eh bien, on va placer un 1 ici. Ensuite, je vais placer un 1 ici. Ensuite, un 1 là. Ensuite, un 1 ici. Ensuite, un 1 ici. Ensuite, un 1 ici. Bon, je vais mettre en rouge. On va mettre 1. Et donc ça, c'est, je suis en train de faire la base canonique de K2 fois 3. Voilà, c'est ça. 1. Et ça, donc, c'est une partie libre et génératrice. Vous pouvez essayer. Vous verrez que c'est une partie libre et génératrice, et elle est libre. Alors ça, c'est une base canonique. Voilà, ça, c'est une base canonique de K2 fois 3. Alors, avant de mettre la base canonique des polynômes, je vais mettre une autre base canonique dans R cube. Donc, la base canonique de R cube. Bien, là, vous aurez compris que c'est 0,0,1, 0,1,0, 1,0,0. Voilà, ça c'est dans R cube. Vous reconnaissez, bon, la base d'un, comment on appelle ça, d'un, la base dans l'espace, une base spatiale. Une base spatiale. Maintenant, je vais faire les polynômes. Alors, là, la base canonique des polynômes.
Eh bien, on a QK qui est égal, là il faut définir deux indices. Alors pourquoi définir deux indices? C'est parce que tout simplement, on aura les AKI qui voudront 0. Si on a I différent de K et AKI égale 1 si I égale K. Donc en d'autres termes, moi je vais le mettre sous forme d'une suite. Alors je rappelle qu'une suite, si je mets sous forme d'une suite, je vais vous rappeler ça, on a la matrice ligne. Alors si vous écrivez somme de AK xk, pour k égale 0 jusqu'à n, c'est un polygone de degré n, on l'a indéterminé, une seule indéterminée qui est x, voilà, c'est un polynôme de degré n, je pourrais même mettre n pour dire degré n. Hein. Eh bien, là je pourrais écrire par exemple, je vais donner un exemple, 3x carré moins 2x plus 6. Bon. Suivant cette définition là, je pourrais écrire une matrice ligne fermée et mettre les coefficients qui sont 3, moins 2, 6. Voilà, ça c'est sur base de cette définition là. Maintenant, attention, si je parle en termes de suite, là, on a une matrice ouverte. Voilà. Et ce vecteur-là ne va plus être voilà, 3 moins 2, 6, mais 6 moins 2, 3. Vous voyez que tous ces... Et alors là, à partir d'un certain rang, tout est nul. Et ça continue comme ça. Et là, on a affaire à ce qu'on appelle une matrice ligne ouverte. Parce que c'est voilà, c'est comme ça, c'est une définition au travers des suites. Et moi, ce que je vais faire ici, bien sûr, je vais utiliser la définition de par les suites. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir ceci. Ceci, matrice ligne ouverte. Donc si je reviens ici, le Q0, ben, je vais avoir 1, virgule, et tout le restant sont des zéros. Alors, et c'est en matrice ligne ouverte, donc parce que c'est en termes de suite. 1, 2, 3. Voilà, alors vous aurez compris que Q1, je ne suis que ce qui est là. Hein. Voilà, je fais Q suivre ce qui est ici. Là, vous allez avoir Q1, bien sûr ça c'est Q0, Q1 égale 0, en 1 c'est 1, 0, et tout le restant c'est des 0. Alors ça c'est le 0, terme coefficient 0, coefficient 1. Voilà, donc en 0 on a bien 0. Si i vaut 0, on a bien si k vaut 0, voilà, on a AKI. Donc ici c'est le coefficient voilà, du k égale 0. C'est le coefficient du k égale 0. Donc en d'autres termes, ici j'aurais plutôt l'écriture suivante. A 0, voilà. Mais le i, il vaut 0. C'est A0, 0. Celui-ci, c'est A 0, 1. Celui-ci, c'est A0, 2. A0, 3. Voilà. Et là, comme on a le k égale i, ben, je mets 1. Alors je recommence ici. Là, on a A0, 0. A. Non, je m'excuse ici. Puisque c'est l'indice, c'est le k il vaut 1. Donc on aura A1, 0. A1, 1.
A 1, 2, A 1, 3. Voilà, et bien sûr, le restant, tout le restant vaut 0. 1, 4, et voilà. Le seul qui vaut 1, c'est celui qui vaut A1, 1. Alors maintenant, je vais écrire Q2. Donc on aura A2, 0, A2, bon, j'ai pas de virgule, hein. A2, 1, A2, 2, A2, 3. Voilà. Il n'y a pas de parenthèse ici. Et là, ça va donner bien sûr 0, 0, 2, 2, ça va donner 1, ensuite 0, et ensuite toute une panoplie de 0, comme ceci. Alors je peux faire la même chose avec Q2, Q3, Q4, et ainsi de suite. Donc vous aurez compris que là j'aurai 0, 0, 0, 1, virgule, et toute une panoplie de 0. Voilà, alors ça continue comme ça. Hein, voilà. Et la formule c'est QK égale AKI. Et avec KI égale 0, si est différent de K, et AKI égale 1, si I égale K. Alors le polynôme, comment je pourrais écrire le polynôme avec ça? Le polynôme, je pourrais l'écrire de cette façon-là. P, le polynôme, bien sûr, qui contient les coefficients BJ. Eh bien, le polynôme, je peux l'écrire comme étant une somme de K, pour K égale 0, de BK, QK. Donc ça veut dire que j'aurai B1 Q1 plus B2 Q2 plus B3 Q3 plus 3 petits points BK Bn Qn. C'est un polynôme de degré n. Alors Bn Qn. Alors je rappelle que Q1 c'est la base canonique, qui est bien sûr 1,0,0 3 petits points, puisque c'est voilà, c'est en matrice ligne ouverte, fois P1, fois le coefficient B1, plus 0,1,0,0 3 petits points, matrice ligne ouverte, fois P2, plus 1, 2, 3, ensuite c'est tout des zéros, en matrice ligne ouverte, fois B3, plus 3 petits points jusque Bn, Qn. Et là, le polynôme, vous le définissez grâce à la base canonique. Là, le polynôme est défini grâce à la base canonique Q1, Q2, Q3, Qn. Alors vous reconnaissez la base canonique qui est ici. Q1, Q2, Q3. Bon, et ça, ça peut la même chose que un vecteur de l'espace. Ça peut la, si je vais faire une analogie, un vecteur de l'espace que je vais appeler x, x ben, c'est égal à, on va dire, un coefficient que je vais appeler a fois 1,00. Voilà. Alors ça c'est la base canonique, hein, plus b fois 0, 1, 0 plus c fois
0,0,1. Bon, là, vous aurez compris que le vecteur x, mais A, c'est quoi? C'est là, c'est 1, c'est i, A fois i, plus B, là, vous avez j, voilà, et là, vous avez plus c fois le vecteur k. Alors, je vous rappelle que c'est voilà, la base, c'est i, j, k. Et donc, on sait bien que le vecteur x vaudra i A fois i, b fois j, et c fois k, et le vecteur x, ben, vous allez rechercher vous dessinez le trièdre, enfin le parallélépipède, voilà, et vous dessinez le vecteur qui va aller, voilà, l'extrémité là, son origine est ici, à l'origine O, et là vous allez avoir le vecteur x. Eh bien, la base canonique des polynômes, c'est un peu la même chose, hein, mais il faut la mettre partout. Vous devez la mettre partout, voilà, et partout. Chacune, là, je vous rappelle qu'ici, vous êtes en constante. Hein. B1 fois celui-ci, ça va donner une constante. Enfin, quand je dis constante, c'est plutôt, ouais, si c'est x0. Là, c'est x0. Ouais, celui-ci, ça va donner du carré, hein. Ah, du x, je m'excuse, du x. Voilà. Du x, celui-ci va donner du x carré. Et donc vous pouvez reconstituer le polynôme hein, à partir de la base canonique. Donc tout polynôme peut être écrit par rapport à sa base canonique. Bon, ça s'écrit comme ça. Bon, on n'écrit jamais ça comme ça parce que c'est trop long. Voilà. On n'écrit jamais ça comme ça parce que c'est trop long. Alors maintenant, de même, je pourrais dire qu'ici c'est B1i plus B2j plus B3k, mais alors après ça devrait continuer, etc., jusque Bn, voilà, Bn, il faudrait donner un nom au vecteur, au dernier vecteur, que j'appellerai z, Bnz. Et entre k et z, il y a toute une panoplie de valeurs jusque degré n. Et donc, l'espace à 3 dimensions, c'est une particularité, si vous voulez, c'est une particularité qui va s'arrêter ici. Hein. C'est comme si on avait un polynôme du 3e degré ici. Hein. C'est comme si on avait un polynôme du 3e degré. C'est un petit peu ressemblant. Je vous remercie.